Parlons toujours santé, cette fois-là santé mentale. Les psychiatres, les chercheurs et tous les acteurs dans le domaine de la santé sont d'avis que la meilleure façon de traiter les problèmes de santé mentale est de les prévenir et de les traiter dès le plus jeune âge, car bon nombre de ces problèmes commencent avant 25 ans. Pour en parler, nous recevons pour cet entretien de la semaine le docteur Rutakaire Bizosa, psychiatre et psychothérapeute à l'hôpital neuropsychiatrique KRS Ndera. Bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Bonjour. Alors, docteur, vous savez très bien que, d'abord, je fais une présentation de l'établissement que vous travaillez tous les jours. Donc, l'hôpital neuropsychiatrique KRS Ndera est un hôpital de référence en psychiatrie au Rwanda. Les centres offrent des soins ambulatoires aigus et soutenus aux patients psychiatriques avec un accent particulier sur la pédopsychiatrie et la neurologie. Donc, docteur Bizosa, bienvenue à cette édition. Et une première question, docteur, vous pouvez nous aider à faire la différence entre ce qu'on appelle les patients souffrant des troubles psychiatriques et ceux souffrant des troubles neurologiques. Et peut-être, en seconde partie, toujours de la même question, on parle parfois des folies dans un comportement humain. Où se situent les limites de tous ces termes très compliqués pour nous, communs des mortels? Ok, merci pour cette excellente question. Effectivement, l'hôpital neuropsychiatrique, qui est un hôpital de référence, est devenu même teaching hospital. J'étais en train de suivre des éléments en rapport avec l'éducation là, et c'est une bonne chose. Et pour répondre à ta question, il y a, je peux dire qu'il y a une relation de contiguïté entre la neurologie et la psychiatrie. La psychiatrie est quelque part à la frontière de la neurologie. Je vais commencer par la neurologie. Nous avons un service de neurologie et nous avons un service de psychiatrie. Dans le service de psychiatrie, nous avons le service de psychiatrie adulte et le service de psychiatrie enfant, que l'on appelle justement pédopsychiatrie. Dans le service de neurologie, la pathologie qui est la plus fréquente, c'est l'épilepsie, qui est caractérisée par des crises tonico-cloniques généralisées avec révulsion oculaire, morsure de la langue, chute avec perte de connaissance, et souvent émission d'urine et émission de sel, et amnésie post-critique, c'est-à-dire que le sujet ne se souvient pas de la crise quand on lui demande ce qui s'est passé, et pendant la crise, il n'est pas conscient qu'il est en train de faire la crise. Ça, c'est la fameuse forme d'épilepsie que l'on a appelée l'épilepsie grand mal. Il y a une forme aussi répandue chez les enfants et chez les jeunes, que beaucoup ne connaissent pas, c'est l'épilepsie petit mal, qui lui n'a pas de convulsion tonico-clonique, mais qui est caractérisée par une suspension brève de la conscience. L'enfant peut, par exemple, laisser tomber le bic pendant qu'il suit les études à l'école, ou alors un verre qu'il avait en main, parce que la pensée est suspendue pendant quelques minutes ou quelques secondes. C'est ce qu'on appelle l'épilepsie petit mal. C'est une forme aussi d'épilepsie généralisée, mais il y a aussi des formes d'épilepsie qui sont beaucoup plus localisées, comme l'épilepsie partielle, qui peut prendre une seule partie du corps, la partie droite par exemple, pour exprimer un problème, par exemple de tumeur au niveau de l'hémisphère cérébral gauche, ou bien un problème d'hématome au niveau de l'hémisphère cérébral gauche. Et donc, cette forme d'épilepsie a une valeur de localisation parce que ça nous aide directement à demander le MRI, le CT scan pour voir s'il n'y a pas une pathologie qui peut même emporter le sujet, qui peut entraîner à la mort. Il y a d'autres pathologies qui sont répandues surtout chez les sujets âgés de plus de 50 ans, comme la maladie de Parkinson, qui est caractérisée par des tremblements et aussi la démence, qui est caractérisée par des troubles de la mémoire, où la personne ne reconnaît plus les gens de son entourage, il ne se retrouve plus, etc.
Donc, en gros, voilà les grandes pathologies au niveau neurologique que nous retrouvons. Au niveau psychiatrique, la pathologie qui est la plus fréquente au niveau de notre hôpital est la schizophrénie. C'est une maladie chronique, une psychose chronique dans laquelle le sujet est obligé d'être traité toute la vie, mais il peut être stabilisé et pouvoir être réintégré dans la société s'il prend bien ses médicaments. Et donc, il peut continuer ainsi son traitement. C'est une maladie qui est souvent caractérisée par des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives. Le sujet voit des choses ou des personnes que les autres personnes ne voient pas. Il entend des voix que les autres personnes n'entendent pas. Il peut devenir agressif, il peut être agité. Il y a aussi une autre forme de troubles psychiatriques qui est fréquent, c'est les troubles bipolaires, qui, elles, dominent beaucoup plus sur l'humeur, où l'humeur peut être exaltée, où le sujet garde plus ou moins la cohérence de la pensée, mais parfois il peut même développer aussi une perte de cohérence parce qu'il peut se sentir très puissant, un grand homme politique, un grand homme dans l'histoire, et développer ce qu'on appelle le délire de grandeur, qui est souvent associé à une joie excessive, une joie extrême. Le sujet peut danser sa musique, il peut exprimer la joie. Normalement, la joie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Il y a des moments de joie, des moments de tristesse. Mais dans les troubles bipolaires, le sujet exprime la joie de façon excessive. Il parle un peu trop, on dit qu'il est logoréique. Il parle, si tu ne l'arrêtes pas, il peut parler toute la matinée, toute la soirée. Et le sujet peut être effectivement agité, il peut dans certains cas, devenir violent. Et donc, c'est en ce moment-là, docteur, qu'on parle, nous autres, hein, qui ne sommes pas de spécialistes, on dit que cette personne est prise de folie. Voilà, c'est ça. Souvent, quand on voit quelqu'un qui a des troubles du comportement ou bien qui dit des choses qui ne sont pas cohérentes, on sent qu'il est déconnecté de la réalité, on dit qu'il est pris de folie. Effectivement, pour continuer, la prévention des troubles de santé mentale commence dès le plus jeune âge, car bon nombre de ces problèmes commencent avant 25 ans, hein, d'après ce qu'on a appris, selon vos confrères. Pourquoi avant 25 ans? Déjà, les deux pathologies que je venais de citer, qui sont très fréquentes en psychiatrie, eh bien, ils commencent autour de la vingtaine, autour de 20 ans, que ce soit la schizophrénie, que ce soit les troubles bipolaires. Donc, c'est la modalité évolutive même de la maladie, d'apparition de la maladie. Mais il y a d'autres raisons qui peuvent être impliquées. Par exemple, ici au Rwanda, il y a le background du génocide des Tutsis au Rwanda. Nous allons y revenir, s'il y aura une autre question. Qui est un facteur vraiment fréquemment retrouvé, oui, non seulement dans le PTSD qui se manifeste dans la période de commémoration, avec des flashbacks et des conduites d'évitement, mais qui actuellement, de plus en plus, ces formes de PTSD se compliquent, des troubles bipolaires, de schizophrénie, des troubles. Mais comment peut-on expliquer cela, docteur? Parce que les enfants qui ont 14-18 ans, ils n'ont pas vécu le génocide. Hein, comment on peut expliquer ce nombre de plus en plus croissant de jeunes, hein, qui ont des troubles et pourtant ils n'ont pas vécu le génocide? Bon, ce n'est pas seulement le génocide. Hein. Oui. Dans les facteurs psychopathogènes, ils sont nombreux. Des jeunes gens, par exemple, qui tombent amoureux et puis qui sont victimes d'une déception amoureuse, peuvent développer une dépression, ils peuvent développer des troubles psychotiques, ils peuvent développer un accès maniaque. Même des pensées suicidaires. Hein, même des pensées suicidaires. La perte d'un emploi ou l'incapacité d'obtenir un emploi après avoir fini ses études universitaires peut être un facteur psychopathogène. Les conflits dans la famille, les violences domestiques. Les violences domestiques, quand le jeune enfant grandissant voit ses parents en train de se bagarrer, ou bien la maman, souvent c'est elle qui est victime des violences. Et quand il voit ça le marque. Ce
ça aussi, ce sont des formes de psychotraumatisme. Parfois, certains même sont victimes de viols tout petits. Et cela impacte dans leur avenir futur. Ils développent plus tard la dépression, ils développent plus tard la psychose. D'autres ont été victimes de la carence affective, la carence d'amour du père, la carence d'amour de la mère, parce qu'ils se sont séparés. L'un est parti d'un côté, l'autre est parti de l'autre côté, ou alors ils étaient là, mais ils n'étaient pas présents. Il n'y avait aucune communication entre les enfants et les parents. L'enfant, parfois, il était obligé de communiquer simplement avec la boyesse ou le boy de la maison. Parfois, qu'il y a aussi des comportements qui sont inadaptés ou des comportements parfois de viol ou de mauvaises habitudes. Et donc, les parents, voulant réussir leur vie, travailler, ce qui est une très bonne chose pour nourrir la famille, mais parfois, les enfants subissent le contre-coup de leur absence. Et c'est important qu'il y ait un rattrapage, ne fût-ce que pendant le week-end, qu'il y ait des espaces de communication, des espaces de convivialité, de sortie. Ça me permet de demander quels sont les signes pour les parents ou la famille pour détecter les débuts de crise chez les jeunes. Chez les jeunes, les premiers signes, c'est l'insomnie. Quand vous voyez un enfant comme ça qui a des difficultés pour dormir, déjà c'est alarmant. Et un enfant qui vient très tard, c'est alarmant, parce que ça peut être le signe qu'il commence peut-être à consommer de la drogue, l'alcool excessivement, ou de l'héroïne, ou de la cocaïne, ou des amphétamines, etc. Il y a aussi les céphalées. Les céphalées, parce que notre corps a un langage, en fait. C'est le langage, ce qu'on appelle le langage du corps. Quand nous souffrons psychologiquement suite à certaines difficultés de la vie, ça peut être des difficultés économiques ou des difficultés au niveau scolaire, au niveau familial, toute forme de difficulté, quand on n'a pas activé des mécanismes de coping, des mécanismes d'adaptation, eh bien, qu'il faut pour développer la résilience, on peut développer des céphalées qui deviennent insupportables. À un moment donné, après la phase des céphalées, on peut développer des troubles anxieux, donc une peur injustifiée qui devient envahissante, ou la peur même de la mort, ou des pensées en rapport avec la mort. Tout ça, ça doit alerter. Ça doit alerter et ce sont des céphalées souvent qui n'ont pas de base organique, mais qui ont une origine psychogène, une origine psychologique. Et les troubles du comportement aussi, quand le sujet, les enfants commencent à s'énerver pour un petit rien, il devient très irritable, il devient même parfois kleptomane, il vole des choses à la maison, on ne sait pas ce qu'il en fait. En réalité, on doit s'inquiéter parce que très souvent, quand il vole comme ça, il peut aller vendre et puis aller acheter de la drogue, etc. Malheureusement, le temps nous imparti touche pratiquement à sa fin. Mais la toute dernière question, nous allons commémorer les génocides perpétrés contre les Tutsis dans quelques jours dans le pays. Vous, en tant que psychiatre et puis psychothérapeute, quel message, quel conseil donnez-vous aux Rwandais en général en ce moment où certaines personnes feront face au traumatisme? Et puis, comment lutter contre la stigmatisation de ces personnes? Ce sera la dernière question. Voilà, merci beaucoup pour cette question parce que ça s'est connecté à notre histoire et à la souffrance, la plus grande des souffrances que notre pays a connue, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Et donc, les survivants du génocide, les recherches ont été faites par le ministère de la Santé et ont démontré que 35% de souffrent de dépression, d'autres souffrent de flashbacks, de conduite d'évitement. Moi, les conseils que je peux donner en cette période, c'est que les parents, les amis, les collègues, que nous soyons près des personnes qui étaient victimes, que nous puissions leur apporter de l'empathie, de l'affection, de l'amour et surtout l'écoute active, savoir donner de la valeur à
à ce qu'ils vivent. Parfois, on a tendance à banaliser. Ce n'est pas bon. On doit écouter la souffrance de l'autre. Et quand la personne a au moins une personne qui est capable de l'écouter, ça peut être un facteur de guérison. Et des personnes qui ont certaines flashbacks en cette période qui approche la période de commémoration, pendant la période de commémoration, c'est important qu'ils se dirigent vers des psychologues cliniciens, vers des services de santé, comme la santé mentale au Rwanda est bien structurée et bien décentralisée, depuis l'hôpital de référence jusqu'au niveau des centres de santé, même des postes de santé, des conseillers dans le domaine de la santé mentale ont été formés. C'est important qu'on se dirige vers ces personnes-là qui peuvent nous apporter de l'aide, parce que la demande est aussi très importante pour pouvoir soulager la souffrance psychique. Et c'est aussi important de participer avec tout le monde dans les commémorations, parce que la confrontation aux souvenirs traumatiques est un facteur aussi d'auto-guérison psychique et de reconstruction, surtout quand on écoute des témoignages de résilience. Ça aide les personnes qui ont survécu et même d'autres personnes à pouvoir se reconstruire. Voilà, donc c'est un moment où nous devons renforcer l'unité, nous devons renforcer l'empathie et le soutien mutuel. Et pour les personnes de la santé aussi, s'impliquer davantage dans la prise en charge des crises émotionnelles, des crises de PTSD. Merci beaucoup, docteur Rutakaire Bizoza. Vous êtes, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc un médecin, psychanalyste et psychothérapeute à l'hôpital de référence psychiatrique du Rwanda. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos invitations. Merci. Et nous vous souhaitons une excellente fête de Pâques. Merci.